C'est un peu impressionnant comme histoire, hein, quand même. Bon. Normalement, on commence dans un quart d'heure, mais vous êtes plein et vous attendez, vous êtes super sage. Donc, je peux faire une petite intro. Je me dis que je commencerai vraiment le diaporama à 30 parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en train qui se disent, bah voilà, à 30, j'ai envie d'aller écouter ça. Donc, voilà. Donc, je m'appelle Delphine Guichard, en vrai, et donc je tiens un blog depuis quand même maintenant pas mal de temps, hein, qui s'appelle Charivari à l'école, que j'ai démarré quand je suis sortie de l'IUFM, parce qu'on disait IUFM à mon époque, et qui n'est pas si lointaine. J'ai eu le concours en 2007, et comme vous voyez, j'ai pas 35 ans, donc c'était une reconversion. Voilà. Qu'est-ce que vous dire d'autre sans trop entrer dans les détails? Quand je suis devenue prof des écoles, je connaissais déjà le système des ceintures. J'ai rien inventé. Il y a des gens qui pensent que j'ai inventé les ceintures de compétences, mais alors pas du tout. Hein. Du tout, du tout. Ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Fernand Houry. C'est la pédagogie institutionnelle, pour parler des gros mots dont vous avez peut-être entendu parler à l'école des maîtresses et des maîtres. Et Fernand Houry, c'était un copain, ils se sont fâchés après, de Célestin Freinet. Voilà. On est dans cette idée-là de différenciation, d'institutionnalisation de la différenciation dans la classe. Pour moi, c'est ça, les ceintures, c'est comment faire de la différenciation sans que ce soit un truc impossible à mettre en place. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté, moi ça me frappe quand je discute avec des profs de collège, qui me disent « Ah ah, la différenciation, c'est le truc qu'on dit à l'IUFM, mais qu'en fait, c'est pas possible. Hein » ils disent beaucoup ça, les profs de collège. Ils ont vraiment... Enfin, j'exagère, parce qu'il y en a plein qui font des trucs extraordinaires. Et voilà. Mais il y a un certain nombre de profs de collège qui pensent que la différenciation, c'est un truc pas possible. Et c'est vrai que c'est compliqué si à chaque nouvelle séance, on se dit « Oh là là, comment je fais pour tel élève et comment je sais où ils en sont ?» Et là, en effet, c'est pas possible. Donc cette histoire de ceinture de compétences, j'en avais entendu parler, je crois même avant de devenir maîtresse, parce que le sujet éducation, pédagogie m'intéressait déjà beaucoup. C'est pour ça que je me suis reconvertie. Et je me suis lancée dedans tout de suite, c'est-à-dire en PE2. PE2, c'était comme PES maintenant, je pense. On passait le concours et puis on avait un an où on était stagiaire. Et il fallait faire je suis obligée de faire ça parce que ça change tellement tout le temps, ces trucs-là. Il fallait faire un mémoire à la fin du PE2, l'année de stage. Et moi, j'ai fait mon mémoire sur les ceintures de compétences. Vraiment, c'était mon sujet, quoi. Et j'en suis jamais sortie depuis 2007-2008 que j'ai eu le concours. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai créé mon blog. Alors, là, on est bien dans l'introduction, là, c'est impeccable. Parce que quand j'ai soutenu mon mémoire, les profs qui étaient là à la soutenance, ils m'ont dit c'est chouette ce que vous faites, et à votre avis, quels sont les freins? Pourquoi est-ce qu'on fait pas tout ça dans nos classes? Et un des freins, c'est que l'air de rien, comme ça n'existe pas trop dans le commerce aujourd'hui, bah, faut tout créer. Alors forcément, ça se fait pas comme ça. Et ils m'ont dit, mais ce que vous avez fait pour votre classe en tant que stagiaire, déjà, si vous le mettiez en ligne, c'était le début hein, des blogs, c'était vraiment le tout début, parce que c'est vrai que moi j'ai créé mon blog en 2008, on n'était pas nombreux à l'époque, maintenant on est plein, mais à l'époque on n'était pas nombreux du tout. Et c'est comme ça, j'ai juste mis en ligne mon mémoire de fin d'études, et puis les supports que j'avais créés. Je me souviens, je crois qu'ils sont plus en ligne parce que c'est quand même un peu moche. Mais c'était le début. Et c'était une classe de CM2. J'avais fait de la géométrie, de la conjugaison, les trucs qu'on fait quand on a sa classe un jour par semaine, vous voyez. Voilà. Donc voilà comment ça a démarré. J'ai eu pendant, je crois, 7 ans des postes fractionnés, c'est-à-dire je déchargeais des directeurs, j'étais un jour en CE2, un jour en CM, 2 jours en SECPA, en Ulysse, enfin j'ai fait beaucoup de niveaux différents. Ce qui finalement, moi je préférais ça à être remplaçant, je préférais avoir ma classe à l'année, une journée, et puis une journée, comme ça j'avais quand même mes progressions, mes matières, et donc déjà à cette époque, on peut très bien être en classe un jour par semaine et faire les ceintures, hein.
dans sa matière, dans ses matières. Ça, c'est sans problème. Et au contraire, dans les classes dans lesquelles je suis passée, souvent le titulaire derrière a dit c'est vachement bien ton truc. Au moins, sur des choses simples comme les tables de multiplication, par exemple, ça partait très vite. Donc là, ma mission aujourd'hui, en 30 minutes, ça va être de vous montrer que ce n'est pas bien compliqué de démarrer et de vous donner envie et que vous repartiez en vous disant ok, si je veux me lancer l'année prochaine, j'ai quelques petites étapes en tête. Voilà. Les ceintures que moi je partage, alors il y en a pas mal sur les blogs qui vont peut-être pas toutes être exactement comme les miennes. Peut-être que je vous dirai ce à quoi je tiens dans les miennes en tout cas. En tout cas, celles que je partage, c'est pour des CM1, CM2. Et dans mon école, on s'y est tous mis. Et ma collègue il y a quelques années, mes collègues de CE1 et CE2 ont eu envie de faire pareil. Et toutes les trois, parce qu'on était trois, on a créé les étoiles pour les CE1, CE2. Alors moi, je vais parler de ceinture jusqu'au bout pour ne pas perdre tout le monde, parce qu'autrement, ça va être terrible. Mais à chaque fois que je parle de ceinture, là, tout ce que je dis quasiment, c'est vrai aussi pour les étoiles de CE1, CE2. Et donc sur mon blog, j'arrive à aller à l'école, je vais faire un peu de pub. Et du coup, c'est un peu obligé, parce que c'est là que vous allez retrouver les ressources. Vous pouvez trouver les étoiles comme les ceintures. Des étoiles, il y en a un petit peu moins, mais c'est des CE1, CE2, il ne faut pas trop les agresser non plus. Et elles sont super. Alors, je le dis d'autant plus que pour le fond, moi, je me suis pas mal occupée de la forme, mais le fond a été créé par mes collègues qui avaient les CE1, CE2. Et ce que j'ai vu, moi, c'est que les CM1 qui arrivaient dans ma classe en ayant fait les ceintures, j'ai eu un bond de niveau à partir du moment où les élèves avaient fait les étoiles en CE1, CE2. Vraiment, c'était incroyable. Les années où ils ont démarré, à quel point j'ai vu la différence. On va en parler parce que ça ne veut pas dire que tous les élèves deviennent excellents. Dans une classe, il y a toujours des faibles, des moyens. Enfin, une classe, c'est toujours hétérogène. Ça n'y change rien. Mais en revanche, les faibles ont des bases bien plus solides et les excellents vont bien plus haut. Voilà. Ça, je vais en reparler. C'est pour ça que j'aime ce dispositif-là. 25. Allez, je vais faire l'introduction. Donc les ceintures, Fernand Houry qui a créé ce dispositif d'évaluation, on est dans un dispositif d'évaluation qui structure tout l'enseignement, mais ça reste un dispositif d'évaluation. Il était judoka ou karatéka, un truc comme ça. Voilà. Donc du coup, il a fait comme ce qu'il savait faire. Il a dit ça serait bien de progresser comme ça par couleur. Et il a créé ça dans sa classe. Donc moi, j'ai repris cette idée-là. Et encore une fois, j'ai rien inventé du tout. Donc oui, c'est bien comme au judo, les ceintures. Pourquoi je trouve que le dispositif est bien ? La première raison, c'est que chaque élève s'entraîne à son niveau. Chaque élève, dans les phases d'entraînement de ceinture, il a des exercices qui correspondent. Vous m'entendez là, vous me dites si vous faites des signes, si je ne tiens pas bien le micro parce que j'y connais rien. Chaque élève s'entraîne pour la couleur qu'il doit atteindre et qui est, encore les gros mots là, c'est Vygotsky, la zone de développement proximal. On est juste dans un peu plus dur que ce qu'il sait déjà faire, quoi. Et chacun dans la classe. Donc on se retrouve, alors en CM2, moi j'ai tous les niveaux quasiment. J'ai des élèves qui travaillent la ceinture jaune pendant que j'en ai qui sont déjà à la ceinture noire. Toujours, ça, il faut accepter ça, c'est la vraie vie de la classe. Donc c'est comme ça. Chacun s'entraîne à son niveau. Chacun a des objectifs qui lui paraissent accessibles à lui. Contrairement, alors je ne sais pas si j'ai des maîtres de CM1, CM2 dans le lot, mais on a tous dans nos classes, par exemple, des élèves qui vont aller en SECPA. Si je leur propose l'attribut du sujet ou les pourcentages, c'est trop dur, quoi. Voilà, et ils se découragent et ils laissent tomber, et voilà. Donc en entraînement individuel, on est sur des choses qui ne me font pas peur. Je sens que j'en suis capable. Et ça, c'est un des éléments clés des ceintures que Fernand Houry défend à fond, c'est que c'est l'élève qui décide de s'inscrire au test. Donc, c'est plus le maître qui donne l'évaluation en disant « Mardi prochain, il y a évaluation sur les pourcentages.
Et oh là là là, mais moi j'y comprends rien au pourcentage. C'est l'élève qui dit, ça y est là, je suis chaud. Maîtresse, la semaine prochaine, je m'inscris en ceinture bleue de calcul. Et donc il remplit un petit... chaque maître a son fonctionnement, mais moi on remplit un petit papier d'inscription et on dit mardi prochain je veux passer à la ceinture bleue de calcul. Et chaque enfant a ses critères. J'en ai qui attendent d'être super près, de s'être entraînés pendant 15 jours, ils font que ça, ils en mangent à fond avant de s'inscrire. Et j'en ai qui n'ont fait aucun entraînement et c'est pas grave, au début je me fâchais, mais non. Et qui s'inscrivent pour voir ce que c'est la ceinture bleue de calcul, pour reprendre cet exemple-là. Et donc, ils ont 2 sur 12, et voilà, et ils disent « Ah ouais, d'accord, alors, il faut que je travaille, je dis n'importe quoi, les divisions à virgule, ok ?» Et voilà. Et ça leur sert de petit auto-diagnostic. Et c'est chacun son truc, chaque élève s'approprie vraiment sa manière de progresser. Et ça, je vous l'ai dit en introduction, vraiment... l'effet sur le niveau de votre classe est fabuleux, aussi bien pour les faibles que pour les avancés. J'ai une petite anecdote. Il y a 4-5 ans, on avait, à l'occasion d'un stage de remise à niveau l'été, vous voyez, fin août, là, j'ai un maître qui est passé dans ma classe et il avait fait des stages fin juillet et des stages fin août dans plusieurs écoles différentes. Et moi, je lui avais donné les plus faibles de ma classe. Hein. Il m'a dit, mais Delphine, tes faibles, ça n'a rien à voir avec les faibles des écoles dans lesquelles je suis passée. Alors que c'était vraiment mes élèves qui étaient toujours aux ceintures jaunes, alors que en fin d'année, voilà. C'était vraiment les élèves qu'on propose en stage de remise à niveau, quoi. Hein. Mais même ces élèves faibles, il y a des choses qui sont solides. Parce qu'ils ont validé la blanche et la jaune. Ça veut dire, je dis n'importe quoi, sujet-verbe, c'est en place. Enfin bon, voilà, dans tous les domaines. Ce qui est validé, c'est vraiment en place. On en reparlera. Pour valider une couleur, il faut un 8 sur 10 ou un 16 sur 20. On se retrouve avec des élèves qui n'avaient jamais eu de bonnes notes de leur vie, qui avaient toujours des partiellement atteints, non atteints, voilà, et qui, là, ont des réussites. Alors, moins que les autres, moins souvent, mais quand même, ils ont des réussites sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Et donc, le maître qui venait d'une autre école, qui s'est retrouvé avec les plus faibles de ma classe, il m'a dit « Non, mais tu ne te rends pas compte, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu ailleurs. » Et là, oui, je lui dis « Oui, c'est vrai, ils sont faibles, mais il y a des choses qui sont vraiment solides et quand même en place. » Pas tout, la tribu du sujet, il ne faut pas leur demander, mais sujet-verbe, peut-être les compléments circonstanciels, ils maîtrisent. Voilà. Donc pourquoi, là, c'est un petit récap de pourquoi c'est bien ce dispositif-là. D'abord, l'élève sait où il en est. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est important, mais c'est super important. Je pense par exemple en CM, quand je dois recevoir des parents en disant peut-être qu'en fin de CM1, on va réfléchir à une orientation vers la SECPA en 6e. J'ai jamais de parents qui hurlent. Parce que les parents à qui je propose ça sont des élèves qui... SECPA, c'est un niveau CE1, CE2, donc c'est des élèves qui arrivent même pas à rentrer dans les ceintures et à qui on propose les étoiles de CE1, CE2, en fait, pour renforcer les bases. Donc tout le monde est conscient que j'arrive pas à faire du CM1, CM2. Il n'y a pas de surprise. Les élèves, ils voient très bien où ils en sont. Alors qu'avec moi, j'ai des enfants, hein, j'ai eu les bulletins à l'ancienne avec toutes les compétences, là, et puis il y avait des croix et tout ça. Mais au bout du compte, il y a des croix dans partiellement atteint ou dans partiellement acquis, là, bref. Et puis, il y en a dans acquis, il y en a dans non acquis. À quel moment on s'affole? À quel moment c'est normal? Moi, mes enfants étaient plutôt bons. Je disais, oh là là, c'est partiellement acquis. La maîtresse disait, ah non, mais ça, c'est normal. Ah bon, d'accord, là c'est normal que ce soit partiellement acquis. Et lui, non acquis. Ah ouais, non, mais on en a fait très peu. Ah bon, d'accord, alors ça, c'est normal. Pour un parent, c'est pas lisible du tout. Ici, les histoires de compétences, là, dès qu'il y a un partiellement atteint, on peut, à quel moment on s'inquiète, on n'en sait rien. Ça, c'est super lisible. Les enfants ont des objectifs par trimestre. On leur dit chaque trimestre, ce serait bien d'avoir telle couleur dans telle discipline. Et les parents, ils voient tout de suite hein, si l'enfant il rame complètement ou s'il situe très bien le niveau de leur enfant. Et il n'y a jamais de scandale quand vous dites l'année prochaine, ce serait peut-être bien d'envisager une orientation en SECPA parce qu'il sera en plus petit groupe et tout ça. Voilà, j'ai jamais de surprise, jamais. Donc l'enfant sait où il en est. Et ses parents.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un dispositif qui est très exigeant. Pour passer d'une couleur à l'autre, il faut un 16/20. Donc tous vos petits élèves du ventre mou de la classe, là, qui ne sont pas faibles, mais qui ne travaillent vraiment pas beaucoup, et qui se contentent de partiellement acquis, là, voilà, ils écoutent un peu et ça ira, voilà. Et bien là, ça ne va plus. Là, ils sont obligés de s'y mettre. Obligés. Il va falloir, de toute façon, autrement, dans la ceinture rose, je dis n'importe quoi, ils ne l'ont pas. Il faut 16/20. Hein. Donc le 10-12, la moitié des exercices réussis, on ne passe pas. On ne passe pas à la couleur d'après. Donc c'est un vrai dispositif exigeant. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que même mes faibles, ok, ils avancent doucement, mais en attendant, ce qu'ils savent, ils le savent bien, ils le réussissent. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est l'exemple qu'on donne toujours, c'est vous savez tous faire du vélo. Est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce que le jour où vous avez appris à faire du vélo, on a comptabilisé le nombre de fois où vous vous étiez écorché les genoux et on vous a dit « Ouais, d'accord, tu sais faire du vélo, mais enfin, tu t'es quand même planté 10 fois. Hein. » Jamais. L'objectif, ça marche? Non? 1, 2, 3? Oui. L'objectif, c'est de savoir faire du vélo et c'est tout. Moi, mon objectif, c'est qu'ils repèrent le COD, c'est qu'ils sachent conjuguer au futur antérieur et c'est pas de savoir combien de temps ils ont mis, combien de fois ils se sont plantés. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de leur donner la compétence, la connaissance. Là, une fois que j'ai réussi ma ceinture, moi, dans ma classe, ils gardent les tests qu'ils ont ratés pour s'en servir pour travailler. Et une fois qu'ils ont réussi, ils prennent les tests ratés, ils les déchirent. En vrai, hein. On le déchire, on va le mettre à la poubelle. Et on garde que le test réussi. Une fois qu'il est réussi, on garde que la réussite. Les ratés, évidemment, ce ne sera jamais dans le bulletin, les ratés. Ça comptera jamais dans une moyenne, les ratés. À partir du moment où on a réussi sa ceinture, on a réussi, on a la compétence. Et personne ne s'occupe de combien de tests, combien de fois vous avez mis pour l'avoir. Chacun est évalué à son niveau, on en a déjà parlé, je ne vais pas rester longtemps. Ça c'est pareil. En classe, si vous avez un dispositif d'évaluation ordinaire, je ne sais pas si c'est très souvent que les élèves vont venir vous voir avant en vous disant « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir l'évaluation, maîtresse ? Faut avoir réussi quoi ?» Là, les élèves, très vite, hein, ils pigent le truc. Ils disent « Ah ok, il faut que je sache faire ça, ça, ça. En conjugaison, les verbes nager, il faut que je fasse attention. Là, les verbes en GER, il y a toujours des pièges avec le nous, là, c'est de la galère. » Voilà, tout ça, ils se l'approprient parce qu'autrement, ils n'ont pas leur ceinture. Donc, ils mémorisent les pièges, ils font attention. Tout ça, ils repèrent qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Et c'est intrinsèque au dispositif. Donc, on va forcément... C'est fini. Les élèves qui ont toujours des mauvaises notes, ça n'existe pas. Il y a forcément un moment où on a une réussite, puis une autre réussite. On met quelquefois longtemps, mais on a des réussites. C'est l'élève qui prend le contrôle, ça change tout. Hein. La décision d'évaluation bascule du côté de l'élève. La différenciation, elle est incluse dans le dispositif. Et je termine toujours par ça parce que quand on a des élèves faibles dans la classe et qu'on progresse en classe entière sans ceinture, les élèves, il y a toujours un écart entre nos faibles et nos forts. Et les élèves faibles, quelquefois, on est découragé vis-à-vis d'eux. On se dit, voilà, il n'y arrive pas. Et parce que, l'air de rien, quand vous êtes en train d'enseigner le plus que parfait, vous n'évaluez plus le présent des verbes en ER. Et donc, peut-être que votre élève, il a progressé sur le présent des verbes en ER, mais vous ne le voyez pas parce que vous ne l'évaluez plus. Et avec ce dispositif-là, chacun de ces progrès, même s'il est très éloigné du cœur de la classe, eh ben, vous allez être super content. Moi, corriger mes tests de ceinture, j'ai hâte de voir si un tel qui est en grande difficulté, il va enfin avoir sa ceinture jaune et ouais, il a réussi et je suis super contente pour lui et je vois ses progrès, alors que dans un dispositif classique, les progrès qui sont éloignés de la progression normale de la classe, on ne les voit plus, on ne les mesure plus, on ne les évalue plus et on les félicite. Évidemment, on essaye. Hein, je sais bien que tous, vous essayez d'être dans la bienveillance et vous dites « Ah, c'est bien là, maintenant, tu sais repérer le sujet. » Mais ce n'est pas fait systématiquement, forcément. Donc là, on les voit obligatoirement, les progrès. Donc, ouais, pour le prof, ça change vraiment beaucoup de choses. Bon, alors concrètement, on a
Je vais prendre l'exemple des ceintures de conjugaison. C'est des ceintures qui sont assez simples à mettre en place. Après, il y en a dans plein de dispositifs. Donc, je publie une programmation avec les compétences liées à chaque couleur. C'est écrit petit, mais l'idée, c'est que là, par exemple, la ceinture blanche, c'est le présent des verbes en ER, y compris les verbes en G, C, parce qu'on est au CM1. Pardon, CM1. Donc, on l'a forcément déjà vu au CE, ça. Hein, mais voilà. Et puis, être et avoir. La ceinture jaune, c'est l'imparfait, mais c'est que les cas très simples. La orange, imparfait, mais que les cas simples. On ne va pas avoir les verbes comme plier, où il ne faut pas oublier le E et tout ça. Donc on voit bien qu'il y a un effet, par exemple le présent, personne en CM1, CM2 travaille une fois sur le présent au début de CM1 et puis après on dit que c'est fini. Ça n'existe pas. Donc dans les ceintures c'est pareil, on a le présent dans la ceinture blanche au tout début et puis on retrouve le présent en fin de CM1 avec les verbes en ER et puis les verbes réguliers. Alors, je ne parle pas de deuxième et troisième groupe, mais les verbes comme par exemple boire, je bois, tu bois, il boit, SST, tous les verbes, je les appelle les verbes en SST, pour que là, on va mélanger des verbes, par exemple, comme remplir et plier. Je remplis S, je plie E, pour qu'ils apprennent à bien identifier ces verbes en ER qui ont ces terminaisons en E qui sont très particulières et bien les repérer et pas les mélanger avec les SST. Donc là, c'est l'objectif de fin de CM1 et on retrouve le présent, tout le présent en fin de CM2 parce que le présent, c'est le truc le plus compliqué, hein, on est d'accord. Donc ils ont tout le CM2 pour être béton sur le présent. C'est pour vous donner un exemple, mais voilà, l'imparfait, c'est pareil, on le retrouve plusieurs fois. Donc, une programmation par couleur. Les élèves ont, ça c'est moi qui le fixe, des objectifs pour chaque bulletin. À tel bulletin, il faut avoir réussi telle couleur. Et donc, dans le bulletin, ça on me le demande souvent, c'est tout simple. Moi, dans le LSU, en conjugaison, si on est à la couleur de l'objectif, je mets objectif atteint. Si on est un peu plus loin, je mets objectif dépassé. Et puis, si on n'y est pas encore, je mets objectif partiellement ou non atteint. C'est tout simple, hein. Je ne mets pas tous les verbes, tous les temps dans le LSU. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif du LSU, c'est d'être un petit peu synthétique. Et comme ça, c'est pas mal du tout. Donc, comment ça marche? On a la programmation. Je fais toujours mes leçons en classe entière, avec tout le monde. Ça veut dire que tous mes élèves en fin de CM2, y compris les plus faibles, auront entendu parler du conditionnel, du plus que parfait, du futur antérieur et tout ça. Tout le monde. Quand je dis leçon, c'est voilà, la découverte. On va jusqu'à des petits entraînements sur ardoise, par exemple, tous ensemble. Je trouve que c'est important, oui. On m'a interrogé récemment là-dessus. Je trouve que c'est important parce que même les faibles qui ne seront pas évalués là-dessus, parce que ça ne sert à rien de les évaluer s'ils n'en sont pas capables. Pour moi, c'est voilà. Ils en auront entendu parler et le jour où ce sera le bon moment pour eux, ce ne sera pas tout neuf quand même. Ils en auront entendu parler en classe, avec les entraînements en classe. Et donc, je trouve qu'on prépare le terrain quand même avec tout le monde et ça me paraît important. En plus, le jour où, même s'ils ont un petit peu de retard et le jour où ils arrivent à cette ceinture-là, bon, ils se souviennent où est la leçon dans le support de leçon. Voilà. Donc, toujours les leçons en classe entière. Ça simplifie un petit peu le truc, hein, parce que faire des leçons par 3-4... Et ensuite, j'ai des moments dans la journée. Moi, j'ai beaucoup de moments dans ma journée parce que j'ai beaucoup de ceintures. Mais si vous démarrez avec une ceinture, il faut prévoir dans la semaine un atelier de 20 minutes dans lequel chaque élève travaillera pour sa couleur, pour son objectif à lui. Voilà. Donc, un atelier par semaine et par discipline. Si vous démarrez avec la conjugaison l'année prochaine, dans votre emploi du temps, il vous faut 20 minutes d'atelier. Les ateliers, donc je les ai publiés sur mon blog. Après, vous faites ce que vous voulez, il peut y avoir d'autres supports. Hein. Mais moi, j'ai publié des petites cartes comme ça, avec des exercices très courts, et c'est fait exprès pour qu'il y ait de la rétroaction très rapide. Donc, les élèves doivent transformer 3 phrases, par exemple, et ils ont la correction au dos. Je tiens énormément à cet aspect autocorrectif. Je sais que je suis beaucoup interrogée. Il y a beaucoup de maîtres qui me disent « Ah ouais, mais moi, ils vont tricher, j'aime pas trop, je préfère voir ce qu'ils font. » Voilà. Et là, vraiment, moi, si vous adoptez les ceintures, il faut
oser, il faut lâcher prise et aller vers l'autocorrectif. C'est vraiment essentiel pour que l'élève s'approprie son entraînement. Ça veut dire que c'est l'élève qui va regarder. Moi, je leur demande de faire 3 cartes comme ça en 20 minutes. Donc, ce n'est pas un grand exercice de 10 phrases, c'est exprès. C'est 3 petits parce que entre le premier et le deuxième, je regarde la correction. Et pour la deuxième carte, je vais essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs tout de suite. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est immédiatement. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié le E au futur. Les verbes comme ça, il ne faut pas que j'oublie de mettre un E. Poum. Là, c'était quoi c'est du présent. Voilà, là, c'est un verbe en dreux, c'est DS, DSD. Il ne faudra pas que je me trompe sur l'entraînement suivant. Donc des entraînements très courts et autocorrectifs. L'élève voit tout de suite là où il s'est trompé. La rétroaction est immédiate. Si vous allez dans des conférences pour les sciences cognitives, cette histoire de rétroaction, c'est comme si j'avais un petit prof au-dessus de mon épaule qui me dit « Oh, attention là !» Et ce « Oh, attention là », c'est comme ça qu'on progresse. Et ce n'est pas en regardant... Combien de vos élèves regardent vraiment les corrections que vous faites dans le cahier du jour le lendemain? On en a très peu, on le sait, surtout les élèves en difficulté, ils ne regardent pas. Alors que là, il a l'exercice, c'est pour lui, il essaye et il a sa correction d'eau, personne pour le gronder. Il corrige en vert. Je racontais dans le bus que moi j'ai même des élèves qui corrigent en bleu parce qu'ils n'aiment pas qu'il y ait du vert sur leur cahier, mais ce n'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est qu'ils regardent leurs erreurs et qu'ils essaient de ne plus les refaire. Et qu'ils aient corrigé en vert ou en bleu, en fait, on s'en fiche un peu. Voilà, j'ai eu du mal avec ça, moi, mais sachez-le, en fait, on s'en fiche un peu. Et enfin, donc ils s'entraînent, ils s'inscrivent. Et un jour, quand ils se sentent prêts, ou pas d'ailleurs, quand ils veulent, ils passent un test. Voilà, un test de conjugaison chez moi, ça ressemble à ça. On a 4 verbes à conjuguer, tout simple, et 8 phrases à transformer. Ça fait 12 points. Si j'ai une erreur dans le verbe est faux. Une erreur dans le verbe de la phrase est fausse. Et j'ai le droit à 2 erreurs en tout dans le test. Donc il faut un 10 sur 12 pour réussir le test. Et je peux le repasser autant de fois que jusqu'à ce que je l'ai, quoi. Voilà, jusqu'à ce que je le réussisse. Je me réinscrirai, évidemment. Hein. Donc ces tests-là, ils ne sont pas à disposition des élèves en fond de classe. C'est moi qui les distribue. C'est un temps un peu institutionnalisé, tout le monde est en silence, il n'y a pas des ateliers avec des gens qui bavardent et tout ça. C'est le moment du test et c'est moi qui les corrige. Ça c'est pareil, j'y tiens énormément parce que ça donne de la valeur au test. Le test, c'est le test, quoi. Si vos enfants font du judo, il y a des entraînements et puis un jour, il y a les passages de ceinture. Et ben, c'est un moment un petit peu solennel. Et ça, c'est exactement cette idée-là. On donne quand on a sa ceinture, on est super content, quoi. Moi, je distribue même des petits autocollants qui collent sur un truc, là, un collector. Ils sont super contents. Et donc, bien faire la différence entre l'entraînement, je m'entraîne tout seul, je m'autocorrige, et le test. Là, c'est le moment, on est en silence, je suis en temps limité, il faut que je me dépêche, et c'est la maîtresse qui corrige. Et c'est moi, là, c'est sur le test, surtout, que je regarde où ils en sont. Quand je vois qu'il y a une grosse partie de ma classe qui n'arrive pas à tracer les droites parallèles, c'est un exemple vécu parce qu'ils ont du mal avec le tracé des droites parallèles, je reprends la classe entière, ou je reprends... Voilà, c'est là qu'on travaille, qu'on se rend compte de ce qui se passe beaucoup. Voilà. Donc, leçon en classe entière, là vous avez tout déjà. Hein. Leçon en classe entière, entraînement en atelier où chacun s'entraîne à son niveau et c'est autocorrectif. Et les tests, un petit peu normés, un petit peu institutionnalisés, en silence, en temps limité et corrigés par l'enseignant. J'ai dit ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors oui, j'ai 2 versions. Donc ça, c'est la version normale que vous avez vue tout à l'heure. L'élève colle son petit test. Moi, je le fais coller parce que, pour pas qu'il y ait de temps de consigne. Et c'est important c'est vraiment important que les élèves aient ce qui était demandé sur leur copie pour qu'ils puissent s'entraîner chez eux si jamais ils ne l'ont pas eu. Parce que je sais que j'ai des enseignants qui disent ouais, mais en photocopie, blabla. Ça, on a 6 petits tests comme ça sur une feuille, sur un A4. Donc voilà. Mais c'est vraiment important qu'ils gardent la trace. Parce que si vous faites recopier et qu'ils se trompent, qu'ils font des erreurs de copie, après ils ne peuvent plus refaire leur test. Et refaire le test quand on ne l'a pas eu, c'est un des dispositifs essentiels du principe, quoi. Donc voilà, là je prends une des grandes feuilles A4, moi, ils collent et ils gardent comme ça, ils gardent leur test dans un classeur de réussite. Et j'ai une version pour les élèves dyslexiques.
C'est particulièrement important dans les disciplines littéraires un peu. Donc où là, ils n'ont pas à réécrire la phrase en entier, ils écrivent que le verbe. Voilà. Tout ça, c'est à télécharger, c'est tout prêt. Hein. Il n'y a plus qu'à imprimer. Alors, si vous voulez démarrer, vous faites quoi? Donc la première chose, c'est de prévoir l'emploi du temps. Si vous démarrez avec une discipline, vous prévoyez un atelier de 20 minutes dans la semaine. Et, j'ai dû le marquer, et pour les tests, pour atteindre les objectifs et qu'on puisse réessayer plusieurs fois, je pense que par discipline, il faut prévoir un test toutes les 3 semaines, voire toutes les 2-3 semaines. Voilà, donc une plage de tests par discipline. Ça veut dire que si vous démarrez, je ne vous conseille pas de démarrer sur 3 disciplines, démarrez sur une et puis une fois que vous êtes content, vous en démarrez plus si ça vous plaît. Mais imaginons que vous ayez 3 disciplines dans votre classe, vous prévoyez une plage de tests par semaine et les élèves s'inscrivent comme ils veulent, ils choisissent la discipline sur laquelle ils sont testés chaque semaine. Je vous conseille vraiment de laisser les élèves choisir, même si, alors vous pouvez aller les voir en disant, dis donc, ça fait longtemps que tu n'as pas passé la conjugaison, t'es sûr, je suis sûr que tu es prêt, allez, un petit peu de coaching, quoi. Les élèves qui n'ont pas confiance. Mais avec ma collègue, au début, on disait, bon, tel jour, c'est les inscriptions de conjugaison, tel jour, c'est les inscriptions de maths. Et les élèves s'inscrivaient. On n'a jamais obligé un élève à s'inscrire, mais en vrai, très vite, ils se disent, bon, pourquoi pas essayer, de toute façon, ça ne coûte rien. Donc c'est très rare qu'un élève choisisse de ne pas s'inscrire. Mais c'est ma collègue en premier qui, une fois à la fin de la période, elle disait ceinture au choix. Et elle me dit, mais tu sais, quand je mets ceinture au choix, en fait, ils réussissent beaucoup plus. En fait, le fait que ce soit vraiment eux, c'est vraiment l'âme du dispositif, hein, c'est que c'est l'élève qui choisit. Donc le fait que ce soit lui qui ait décidé de s'inscrire, il s'investit beaucoup plus, il s'entraîne mieux et il réussit mieux. Et donc depuis ce temps-là, on n'impose plus jamais, même pas la discipline, rien du tout. On les laisse s'inscrire sur ce qu'ils veulent. Juste on suit un petit peu, parce qu'il y a des élèves qui n'aiment pas du tout une discipline ou qui se sentent pas prêts, qui ont peur d'une discipline et qui vont la délaisser. Et dans ces cas-là, on les aide un peu, on les encourage, on les pousse un peu dans le dos, quoi. Voilà. Donc une fois que vous avez prévu ça dans votre emploi du temps, il y a un petit peu de matériel à préparer pour les entraînements autocorrectifs. Si vous prenez la conjugaison, il doit y avoir une quinzaine de feuilles à imprimer et à plastifier. Moi, je les imprime sur papier couleur, c'est vrai que c'est top. Si vous ne pouvez pas, on peut mettre des petites... Moi, ce que je vous conseille sur papier blanc, c'est soit des gommettes, mais soit tout simplement, avant de plastifier, vous faites un rond de la couleur sur la feuille avec un joli feutre. Et ensuite, vous plastifiez. Et ça marche aussi. Voilà. Les entraînements sont... Moi, j'ai des petites boîtes, faut pas dire, si on peut dire. Hein, donc, j'ai des petites boîtes Action au fond de la classe, qui coûte 15 centimes. Et c'est pile le bon format, c'est magique. Je vous jure, je ne l'aurais pas dit, mais les petites boîtes en plastique avec un truc noir, là, le couvercle transparent avec des bouts noirs, là. Ça, c'est pile la taille pour les entraînements. C'est formidable. Donc, j'ai une boîte conjugaison. J'ai une seule boîte avec toutes les couleurs de conjugaison dans la boîte. Je dis j'ai une seule boîte parce que moi, dans ma classe, ils ont plein de ceintures. Mais si vous avez que la conjugaison, il faut penser qu'il faut, dans une couleur, il y a souvent 6 ou 12 entraînements. Donc, il faut une boîte pour 3 ou 4, quoi. Donc, si toute la classe fait un entraînement conjugaison en même temps, bah, vous faites autant de boîtes qu'il vous faut pour avoir une boîte d'atelier pour 3 ou 4 élèves. Ça peut être pas mal de... Après, ça, c'est vraiment... Vous êtes complètement libre, hein, mais on peut faire un atelier de je sais pas quoi, un atelier de je sais pas quoi, et puis un atelier de conjugaison, et ça tourne, par exemple. Moi, alors ça, c'est un peu... Quand même, je vous le dis, je ne conseille pas de rester trop longtemps sur des ateliers autonomes en CM. Moi, je fais des ateliers de 20 minutes, rangement compris, et ensuite, on passe à une autre modalité. Je sais que j'ai des collègues qui font, par exemple, 1 heure d'atelier autonome en faisant 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, et on tourne en 3 fois. Mais les ateliers autonomes, c'est vraiment le moment où mes élèves sont le plus concentrés, sont le plus au travail, ils n'ont pas ce niveau de concentration et de travail pendant 1 heure. Moi, je ne vous conseille pas, en tout cas, d'avoir 3 entraînements de ceinture successifs. Le 3e, ça va être le bazar dans la classe, et puis ils ne vont pas s'entraîner aussi bien.
Moi, je fais des ateliers en entrant en classe, j'en ai un. En revenant de récréation, j'en ai un deuxième. Et en début d'après-midi, j'en ai un troisième. J'ai 3 ateliers de 20 minutes dans ma classe. Et ça marche super bien. Parce que ça les fait bouger un peu. On change de modalité. On s'installe pour soi. Vraiment, ça fonctionne très bien. Et après, voilà, donc imprimer les tests. Alors les tests, on ne les plastifiait pas. C'est juste sur du papier. C'est gardé, moi je les garde dans la salle des maîtres. J'ai une boîte de tests de conjugaison rangée par couleur. Et donc le vendredi, je les fais inscrire, je leur demande les inscriptions la semaine d'avant pour la semaine d'après. Et le vendredi, je prépare, je sors un test de la boîte. Oh, ah oui, tiens, ça je n'en ai pas parlé. Les tests, et donc il y en a plusieurs évidemment. Si un élève passe plusieurs fois la ceinture jaune de conjugaison, il ne faut pas qu'il ait exactement les mêmes verbes, exactement les mêmes phrases. Donc de mémoire, il y en a 3 ou 4 pour chaque couleur. Et en revanche, je ne regarde pas quel élève a déjà fait quoi. Je tire au hasard. Et il se peut très bien qu'un élève tombe 2 fois de suite sur le même. Et au début, j'essayais d'éviter ça en me disant « bah non, trop facile ». Et en fait, c'était une bêtise parce que je me rends compte que quand les élèves réalisent qu'ils peuvent très bien avoir 2 fois le même, ça les motive encore plus pour aller regarder pour le test qu'ils n'ont pas réussi et le refaire et s'entraîner. Et parce qu'ils se disent « bah si ça se trouve, j'aurai les mêmes ». Ça peut, et ça peut. Alors moi, du coup, parce que ça prend du temps, hein, si vous voulez essayer de pointer quel élève a déjà fait quel test, ça prend un temps fou, c'est une usine à gaz, surtout si vous avez plusieurs matières. Alors que moi, je ne pointe rien du tout. Je dis, Gudule, il veut la verte de conjugaison, je prends ma boîte de conjugaison, je prends une verte, pouf, j'écris Gudule, et c'est fini. C'est prêt. Voilà. Il n'y a pas rien à vérifier, rien à pointer, rien à reporter dans un tableau ou je ne sais quoi. Ça va très vite. Et franchement, n'ayez aucun scrupule à donner 2 fois de suite le même. Au contraire, c'est très vertueux. Et franchement, ils se sentent bêtes. Hein. Quand ils font 2 fois de suite la même erreur, vous allez voir, ça arrive tout le temps. Et donc là, vous pouvez leur dire, bah, écoute, c'est dommage quand même, regarde, tu avais écrit nous nagons et puis tu réécris nous nagons. Voilà. Alors, si tu t'inscris, bah, regarde un petit peu les tests que tu avais faits. C'est pas du tout inné pour les élèves, hein, surtout s'ils n'avaient pas fait d'étoiles avant. Donc c'est quelque chose à apprendre. Et en plus, dans les dispositifs classiques d'évaluation, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que quand vous leur rendez leur évaluation sur Louis XIV, ils regardent, ils rangent et ils ne la regardent plus jamais. Donc ça, c'est un nouveau truc à apprendre, à se dire « oh, tiens, pourquoi j'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'ai pas su faire? Ah oui, les verbes en nager, géo, ça fait go comme dogome, il faut que je mette un E. » C'est nouveau, c'est extrêmement vertueux, c'est comme ça qu'on progresse. Donc c'est là-dessus qu'il faut les emmener, vers ça qu'il faut les emmener. Il me reste 5 minutes. Ça, j'ai déjà dit. C'est bien, je suis pas mal en timing. Hein. Pas peu. Dernier conseil, je crois qu'en plus, c'est des trucs que j'ai déjà dit. Ça s'affiche là? Ouais. Donc, n'essayez pas. J'ai tous les ans des PES qui m'écrivent en disant « j'adore ton système des ceintures, je veux faire ça dans ma classe l'année prochaine ». Et j'ai l'impression qu'ils veulent faire ça avec tout. Et je leur dis « ouh là 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 là, c'est quand même un coup à prendre d'organisation. La classe ressemble pas du tout dans son fonctionnement à ce qu'ils ont vécu quand ils étaient élèves. Donc, moi, je vous conseille d'y aller tranquille. Choisissez une discipline qui vous plaît ou vous dites là, vraiment, je trouve qu'ils n'en font pas assez, ils ne s'entraînent pas assez. À la fin de l'année, ils ont un niveau bof-bof, même ceux que j'avais évalués, j'avais mis atteint. Et puis en fait, à la fin de l'année, ils ne se souviennent plus. Ah, c'est un truc dont je n'ai pas parlé, ça. Ça, c'est très important. Pardon, super important. Dans mes ceintures, et ce n'est pas le cas dans toutes les ceintures qu'on trouve sur Internet, et vraiment, moi, c'est quelque chose auquel je tiens. Quand on évalue une couleur, quand on fait un test de couleur, je vais revenir sur un test. Voilà, hop. Ça, c'est la vert foncé, c'est les cas un peu tordus de futur et de l'imparfait. Et bien vous regardez, il y a du présent et il y a du passé composé. Et là, il y a des phrases au présent, et là, il y a des phrases au présent. Je salue, eux, et nous avons fait, on a fait, sans accent. C'est le principe dans toutes les ceintures que je partage. Quand on valide une couleur, l'essentiel du test, à peu près au moins la moitié du test, porte sur la compétence de la couleur. Et l'autre moitié porte sur toutes les couleurs d'avant, où on doit revalider qu'on n'a pas oublié. Et donc, assez souvent, les élèves s'entraînent que sur leur couleur, parce que dans les entraînements, forcément, c'est le nouveau temps, par exemple.
Et là, ils se rendent compte que, oh là là, salut, je salue, ah oui, c'est eux la terminaison. Et donc, reprennent les couleurs d'avant dans les entraînements et se refont un petit coup de présent et un petit coup de passé composé, parce que j'avais un petit peu oublié. Et c'est comme ça, évidemment, qu'à la fin de l'année, au lieu d'avoir l'évaluation sur le futur, ensuite l'évaluation sur l'imparfait, et puis en fait, j'ai tout oublié du futur, et puis ensuite l'évaluation sur... Voilà. Et bien avec les ceintures, ça n'arrive pas, parce que quand on valide la violette, on revalide tous les temps qu'on a appris jusqu'à la violette. Et on est obligé de tout revoir un petit peu, on regarde rapidement. Le fait de revoir souvent à chaque couleur, en fait, il y a des choses qui sont vraiment acquises très durablement et ça ne leur prend pas longtemps de rejeter un œil. Mais les acquis sont beaucoup plus solides et les acquis de toute l'année et pas seulement les acquis du dernier chapitre que vous venez d'étudier. Donc ça, c'est pour moi essentiel. Quand on fait l'étape de multiplication, par exemple, la ceinture blanche de mémoire, ça doit être la table de 2 et la table de 10. Et puis la ceinture jaune, bah, c'est 2, 10 et 5. Et la ceinture orange, c'est 2, 10, 5 et 3. Et on rajoute une table à chaque fois. Et la moitié des calculs porte sur la table de 3. Mais l'autre moitié des calculs, c'est 2, 5, 10. Et tout est comme ça. Dans toute la discipline, évidemment par échantillonnage, hein, mais on revalide toutes les compétences d'avant. Donc c'est pas facile, c'est pour ça que je dis que c'était exigeant. Mais honnêtement, moi j'ai des super retours du collège sur les compétences des élèves que j'envoie, hein, parce que c'est quand même costaud. Voilà. Donc j'avance un petit peu, boum, 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 boum. Donc mon deuxième conseil, c'est de ne pas renoncer à l'autocorrectif sur les entraînements, même si je sais que c'est dur pour certains d'entre vous. Il faut accepter de lâcher prise, les laisser s'entraîner, et tant pis, les laisser tricher, vous les voyez, qui regardent la carte, qui regardent au dos, qui regardent la carte, qui écrivent, et c'est pas grave. Quelquefois, on a des élèves qui trichent, mais qui retiennent quand même en regardant. Ah ouais, c'est vrai, c'était eux. Et en fait, quand ils vont passer le test, eh ben, ils vont réussir. Ils sont entraînés, et donc c'est pas grave. Même s'il n'y a pas de vert dans leur cahier du jour et il y aurait dû avoir de la correction, et ben, n'empêche qu'ils ont réussi, et c'est ça qui compte. Et il y en a ceux qui sont vraiment pas sûrs d'eux et tout ce qui compte pour eux, c'est que ce soit bon dans le cahier. Ils vont recopier la correction, et puis le jour du test, eh ben, les copains à droite et à gauche, ils vont réussir leur ceinture et pas eux. Et là... Quelquefois, avec un peu d'accompagnement, on leur dit tu vois, là, il faut que tu utilises les entraînements. Et puis, les tests, c'est exactement pareil que les entraînements. Parce que c'est ça, hein, les tests, il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent. Donc, tu essaies de comprendre comment on fait pour réussir les entraînements. Et puis tu réussiras ton test. Et ça met quelquefois, selon les enfants, selon aussi le type d'enseignement qu'ils ont reçu, hein, l'air de rien, les années d'avant. Si le cahier du jour servait d'évaluation, du coup, je ne dois pas me tromper dans le cahier du jour. Si le cahier du jour sert pour m'entraîner, là, j'ai le droit de me tromper dans le cahier du jour. Donc après, je suis un peu vilaine dans la manière dont je parle, parce que c'est chacun en a son mode d'enseignement, et je peux comprendre que le cahier du jour serve d'évaluation quand on s'entraîne par exemple beaucoup sur ardoise, et puis quand on passe au cahier du jour, c'est vraiment le moment, c'est la fin, quoi. Et ça marche très bien, ce fonctionnement-là. Je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas, mais c'est vrai que pour ces élèves-là, du coup, quand ils arrivent avec moi dans le cahier du jour, ils ont l'impression que c'est le moment où on évalue, alors que non, là, chez moi, le cahier du jour, c'est le moment où on s'entraîne. Voilà. Vous allez me dire pourquoi ne pas faire ces entraînements dans un cahier d'essai, du coup. Mais alors, comme j'ai beaucoup de temps d'entraînement dans ma classe, les parents ont l'impression qu'on ne fait rien. Et donc, l'air de rien, c'est important. Je suis arrivée à cette conclusion qu'on n'avance pas sans les parents, et donc s'il faut les rassurer, il faut les rassurer quelquefois, et voilà. Donc moi je les rassure en faisant ça. Voilà, chacun sa technique. Et donc ne renoncez pas, faites pas le coup de je mets les tests en fond de classe, et du coup ils voient pas bien la différence entre les entraînements et les tests, et puis voire ils s'autocorrigent. C'est pour ça que je mets les corrections des tests sous mot de passe. C'est pas destiné à être donné aux familles, c'est pas destiné à être donné aux élèves. Les tests, faites-en un moment un peu comme ça. Quand on a le test, on a réussi, on est fier, et on est content de soi. Et voilà, j'étais un élève faible, mais moi aussi j'ai réussi. Et c'est la même réussite que le super caïd de la classe. C'est le même test. Hein, on ne fait pas des tests plus faciles pour les élèves en difficulté, c'est les mêmes. Juste, ils en sont pas à la même couleur, c'est tout. Mais c'est la même réussite, la même fierté. Et voilà.
Je suis dans le timing, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient après moi. Tant que personne ne me déloge, si vous avez des questions, c'est possible. Oui. Comment ils font pour s'inscrire, pour passer les tests? Rien que dans mon école, on a 2 fonctionnements différents avec ma collègue, donc en fait, vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi, j'ai des petites feuilles comme ça. Alors, du coup, dans ma classe, il y a beaucoup de ceintures. Donc, j'ai des petites feuilles sur lesquelles... Et j'ai 3 créneaux de tests par semaine. Donc, lundi, mardi, jeudi. Et donc, ils écrivent leur nom en haut, ils écrivent le numéro de la semaine, parce que quelquefois, j'oublie de jeter le paquet de papier d'avant, alors je suis perdue. Alors, ils écrivent le numéro de la semaine, et ils disent lundi, conjugaison verte, mardi, géométrie bleue, et jeudi, calcul violet. Ils disent à quoi ils s'inscrivent, comme ça. Et ensuite, moi, je prends tout mon petit paquet, je range... Ah non, les leçons... Les leçons n'ont rien à voir avec... Ah oui, ça c'est assez important. J'ai ma programmation de leçons. Par exemple, les premières ceintures, c'est des ceintures de CE2. Quelquefois, par exemple, je crois que la ceinture blanche de calcul, c'est des additions. Moi, je ne fais pas de leçons sur les additions en CM1. Hein. On ne fait pas de leçons. Ils s'entraînent en atelier pour revoir les additions s'ils ont besoin. Mais on démarre directement sur de la programmation de CM1. Et l'entraînement, L'entraînement des années précédentes, en fait, il est en atelier grâce aux ceintures. Donc moi, ah oui, on me dit souvent ça, en conjugaison, ma première leçon, mon premier trimestre, il est sur l'impératif et le passé simple. Donc je suis sur des temps de CM2. Mais je n'abandonne pas mes élèves parce que je sais que ceux qui ne sont pas au niveau, en fait, ils vont s'entraîner sur les temps qu'on a vus en CM1. Ils vont s'entraîner en atelier. Donc c'est pas grave, on n'a pas besoin de faire une leçon, ils ont leur support de CM1, leur trace écrite de CM1, ils peuvent aller chercher, et je fais pas en classe entière de leçons sur le présent ou sur le futur ordinaire en CM2, jamais. Je suis directement sur les temps du programme du CM2, ça veut dire que la leçon, elle est très éloignée du moment où ils vont passer le test, et pour moi c'est essentiel que cette leçon soit très éloignée du moment où on passe le test, c'est très important, parce qu'autrement ce que vous évaluez, ce n'est pas la réalité de la compétence de votre enfant, de votre élève. On fait ça quelquefois, on fait la leçon, on travaille pendant 15 jours, on fait l'évaluation. Ils réussissent. Réessayez 2 mois après. Regardez s'ils réussissent toujours. Ce n'est pas une évaluation qui sanctionne une vraie compétence si vous faites l'entraînement et les tests juste après la leçon. Donc ça, d'une manière générale, enfin, moi, c'est dans toutes les disciplines pareil. On évalue à distance de la leçon. On évalue à distance parce qu'on veut savoir ce qui est vraiment acquis et pas juste ce dont on se souvient parce qu'on a bachoté pendant 2 semaines. Donc en effet, les leçons sont très éloignées du test. Pour la plupart des élèves, j'ai que mes très bons qui sont en même temps que moi, voire en avance. Dans toutes mes classes, j'ai 3-4 élèves qui sont en train de travailler des temps qu'on n'a pas encore vus en classe. Et dans ces cas-là, je sors des manuels, je leur dis c'est page 57, tiens, tu te débrouilles. Ils sont super fiers de se débrouiller, d'essayer. Ils essayent avec les entraînements, ils regardent comment ça fonctionne. Ils viennent me voir un peu, des trucs un peu costauds comme l'attribut du sujet, des choses comme ça. J'ai toujours des élèves qui font l'attribut du sujet en avance par rapport à ma classe. Toujours. Bon, ils essayent, je leur explique les verbes d'état vite fait, mais c'est des élèves très scolaires, très performants, qui arrivent très bien tout seuls, qui sont très contents d'avancer tout seuls. Et on avance sur le rythme de la classe. Et ça les nourrit, quoi, hein, plutôt que de s'embêter à faire des trucs qu'ils connaissaient déjà depuis super longtemps. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez peut-être vu dans la programmation, j'ai un objectif de CM2 qui est en général vers la bleu foncé. Et puis après la ceinture bleu foncé, il y a du violet, il y a du marron, il y a du noir. Et ça, c'est absolument pas grave si j'envoie au collège des élèves qui n'ont pas la ceinture noire. Mais en revanche, mes très bons, eh ben, tous les ans, j'ai des élèves de fin de CM1 qui ont certaines ceintures noires. Fin de CM1. Quand il y en a beaucoup, quand l'élève est très en avance comme ça sur toutes ses ceintures, on se pose la question d'un saut de classe. Il faut se la poser en milieu de CM1. On le voit, l'élève qui avance très vite. Hein. Donc là, on y réfléchit ensemble, on reçoit les parents. Ça nous arrive d'avoir un élève qui fait toutes les ceintures en 1 an. Et donc, il passe en 6e. Et maintenant, j'ai 8 ans d'expérience derrière moi. Et ça s'est toujours très, très bien passé. Et ça donne des faits très, très concrets. J'ai jamais un parent qui vient me voir en me disant « Ah, mon fils est un génie, il pourrait sauter une classe. » Avec les ceintures, ça n'existe plus. Parce que c'est un génie, avec les ceintures jaunes, ceintures oranges, non, il est bien. Voilà.
Et ça ne m'arrive plus, ça, d'avoir des parents qui viennent forcer la main pour un saut de classe. En revanche, un élève qui a en fin de CM1, qui est déjà proche des objectifs de fin de CM2, évidemment que la question se pose et il faut qu'elle se pose, parce qu'autrement il va s'embêter. Donc voilà. Alors ouais, l'année suivante. Alors c'est vrai que alors donc moi j'ai une collègue qui a un CE2 CM1 et moi j'ai un CM1 CM2. Donc évidemment, je reprends là où ils sont arrêtés. Hein. Ah, si on a la chance d'avoir un collègue de l'année d'avant qui fait les ceintures, elle m'envoie son tableau et ils reprennent comme si de rien n'était, exactement la couleur à laquelle ils étaient. Là où c'est plus compliqué, c'est si vous avez un CM2 et puis que la collègue de CM1 ne fait pas les ceintures. Peut-être qu'en le faisant, vous allez la convaincre, ou le convaincre, pardon pour les maîtres. C'est que moi c'est une collègue, alors voilà. Mais la première année, moi ce que je conseille, c'est de... Il y a deux démarrages possibles quand vous démarrez en CM2 et que le collègue d'avant ne le faisait pas. Première possibilité, surtout si vous êtes sur une seule discipline, vous démarrez à la ceinture blanche, ça fait comme des révisions, mais vous faites des tests très souvent, par exemple un par semaine. Comme ça, les bons élèves, bon, ils réussissent et ils rejoignent assez naturellement leur niveau normal. L'autre possibilité, donc ça c'est une première possibilité. Ça fait généralement 3 semaines de rebrassage des notions de CM1, voilà, et puis on arrive vers la ceinture rose qui est l'objectif de fin de CM1 et c'est pas mal de démarrer à la ceinture rose en CM2. Moi c'est ce que je fais. Hein. Pourtant, l'objectif de fin de CM1, c'est la ceinture rose, mais je reprends la ceinture rose pour tuiler un petit peu les 2 années. Et si vous démarrez et que la collègue ne faisait pas les ceintures, l'autre solution, c'est après une semaine de révision de conjugaison sur tous les temps du CM1, de faire un test de ceinture rose. Là, on peut être un petit peu moins exigeant que le test en vrai. Vous regardez ce que ça donne. Et soit, si c'est le carnage, vous dites oh, bah, tu vas reprendre tranquillement à la ceinture blanche, comme ça tu vas bien pouvoir réviser. Soit, s'il est à peu près à la ceinture rose, vous lui donnez la ceinture rose, même s'il y a 1 ou 2 erreurs de plus. C'est le début de l'année, on n'a pas encore bien revu. Et puis vous pouvez donner, par exemple, si vous constatez que les temps de la orange sont acquis, mais pas ceux de la rose, vous donnez la orange, vous faites revoir la rose. Voilà, vous faites un truc un petit peu... une évaluation diagnostique avec le test de ceinture rose. Ça fonctionne aussi, ça. Mais si vous n'avez qu'une ceinture, moi je vous conseille de démarrer tout le monde à la blanche. La conjugaison, c'est souvent quelque chose qui est... Bah, si le maître de CM1 a fait un temps, à la fin de l'année, il n'y a plus rien. Je ne vais pas vous déprimer, mais il faut redémarrer à la ceinture blanche. Voilà. Vous allez voir, hein, la ceinture rose, ça ira pas du tout. Donc, ils mélangent tout, futur imparfait, ils ne voient pas la différence. Enfin voilà, donc voilà. Ah oui, alors là pour le coup avec les CM1, je pense que ça pose pas de problème du tout. Ouais. Tu démarres, tu fais les premières ceintures, tu peux les emmener, donc les bons élèves ils vont aller un peu plus loin. La conjugaison c'est vraiment un domaine où quand les élèves ont compris le système, il y en a qui avancent très vite. Mais ça va leur faire, tant mieux, ils auront pris de l'avance en compétences sur ce domaine-là sur le CM2, mais bon, pas grave. Non, là c'est plus facile. De démarrer au CM1 et puis évidemment pas aller jusqu'au bout. Voilà. Peut-être que les élèves vont réclamer, mais non, c'est pas gênant du tout. Du tout. Tu vas voir, ta collègue de CM2 sera contente parce que moi, parce qu'il y a des années où j'ai des CM2 purs et des années où j'ai CM1, CM2 et c'est vrai que les CM1 qui arrivent, ouais, ils ont un bon niveau. Hein. C'est top. Alors, pendant les ateliers, est-ce que je fais uniquement les ceintures ou est-ce qu'il y a d'autres ateliers Alors, moi, j'ai beaucoup de ceintures, mais même dans ma classe, il n'y a pas que les ceintures. Dans les ateliers, je mets des jeux de logique, des jeux de repérage, des choses comme ça, parce qu'on n'en fait pas assez. Donc, une fois par semaine, ils vont faire un atelier jeu. Je mets... Qu'est-ce que je mets qui ne soit pas des ateliers de ceinture je réfléchis parce que je suis sûre que j'en ai d'autres, mais ça ne me vient plus. Mais oui, enfin, en tout cas, non. Pas forcément. En tout cas, le système est super souple et tu fais ce que tu veux. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que
Si tu veux dire, ils vont tous s'entraîner en conjugaison en même temps, il faut juste avoir plus de matériel, c'est l'inconvénient, il faut avoir plus de fiches d'entraînement. S'ils s'entraînent tous en conjugaison, il faut que toute ta classe ait du matériel. Alors que si tu fais des ateliers différents, tu peux avoir moins de matériel. Mais tu peux faire un atelier de lecture, un atelier de calcul mental sur tablette, un atelier de ceinture de conjugaison et un atelier de je sais pas quoi. Et puis dans la semaine, sur 4 jours de semaine, ils vont tourner par exemple. C'est tout à fait faisable, tout est faisable. Tant que par discipline, ils ont 20 minutes par semaine pour s'entraîner sur leur ceinture si tu lances une ceinture. Voilà. Donc 2 disciplines, 2 ateliers de 20 minutes. 3 disciplines, 3 ateliers. Vous avez compris l'idée, hein? Bon ben voilà, j'espère que vous avez envie. D'accord, ok. Voilà, merci d'être venu. C'était vraiment une chouette... merci beaucoup.